quelques semaines, une jeune femme que nous prénommerons Alice est venue me voir en me disant « Michel, je voudrais m'engager en politique. Comment dois-je faire ?» Je me suis revue 40 ans en arrière, quand j'avais été choisie pour devenir le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre. Notre liste, c'était une surprise, a été élue et nous nous sommes retrouvés à devoir gérer cette commune. Je dois dire que la surprise était pour tout le monde, même si nous avions fait une excellente campagne électorale et même si notre programme était très intéressant. Dès le lendemain des élections, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé celui qui, dans notre région, était considéré comme un maître en gestion communale. Je l'ai appelé, j'admirais beaucoup son travail. Depuis plus de 20 ans, il menait sa commune vers la réussite et l'épanouissement et je voulais absolument qu'il m'explique comment il faisait. Il a été sympa, il a dit que je pouvais venir le voir. Seulement, il m'avait fixé un rendez-vous à 8h du matin. 8h du matin, mais c'était la nuit pour moi. À l'époque, j'étais un jeune oiseau de nuit, mais j'y suis allée. Et quand je me suis retrouvée en face de lui, je lui ai dit « Et maintenant, je fais quoi ? Et je fais comment ?» Et il m'a beaucoup aidé, il m'a donné de bons conseils, et j'en ai retenu qu'en cas de besoin, il ne fallait pas hésiter à aller voir les gens qui peuvent vous aider, qui ont les solutions à des questions que vous vous posez. Je n'ai jamais, depuis cette époque, essuyé un refus dans la demande de partage d'expérience ou quand je demandais à quelqu'un un bon tuyau. Et d'ailleurs, ma porte à moi est aujourd'hui toujours ouverte à celles et ceux qui se posent des questions pour lesquelles je pourrais les aider, parce que j'ai appris que dans le partage intellectuel aussi, quand on donne, on reçoit. J'étais donc devenue le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre. J'avoue que je n'avais pas la moindre idée de la façon dont il fallait gérer cette commune. Nous avions une stratégie qui était bien connue, qui était partagée. Nous voulions garder les écoles dans les villages, nous voulions développer l'économie locale en amenant des entreprises dans la commune et nous voulions aménager les villages. En plus, j'avais fait des études de sciences politiques à l'université de Louvain. J'avais choisi cette option après des études, des candidatures en sciences économiques à Saint-Louis. J'avais choisi cette option par goût de la chose publique, surtout dans les livres, il faut bien le dire, mais aussi parce que ces études me paraissaient tellement faciles que j'étais sûre que je pourrais continuer à sortir avec mes amis, à faire la fête avec mes copains et à obtenir, sans trop d'énergie et sans y passer trop de temps, un diplôme universitaire. Il faut dire que j'avais eu des études un peu chaotiques dès l'âge de 10 ans. Je sais toujours du Rasmot, je me contentais de la note requise +1. Et puis est arrivé ce qui arrive en général dans ces cas-là. À un moment donné, pas de chance, on doit recommencer une année. Bon, comme j'avais de la ressource, j'ai réussi, mais je dois dire qu'à un moment donné, j'ai vraiment dû beaucoup bosser. Et c'est là où j'ai appris aussi que quand on n'avait pas les bases minimales, il y avait des choses qu'on ne pouvait jamais comprendre. J'ai finalement, à force de travail, réussi à combler mes lacunes et à obtenir ce diplôme. Et je suis persuadée que si je n'avais pas eu ce diplôme, mon expérience professionnelle aurait sûrement été plus difficile et sans doute très différente. Mais revenons-en à la fonction de bourgmestre. Je pense que la fonction politique est sans doute le plus beau métier du monde et que la fonction de bourgmestre est la plus gratifiante. On a la chance, quand on est actif en politique, de rencontrer tellement de gens différents, d'avoir une telle amplitude dans les contacts sociaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Moi, j'ai rencontré l'empereur du Japon, le président de la République française, le roi du Maroc, mais j'ai aussi été confrontée à la misère sociale et financière la plus profonde. Et dans ces deux types de relations, quelles qu'elles soient, il faut s'impliquer et donner vraiment la même implication de soi-même. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la seule façon d'être en accord avec ses valeurs et d'être cohérent. C'est à la fois très enrichissant et parfois humainement très, très difficile. Et la cohérence de ses convictions et de ses valeurs est pour moi une chose vraiment importante. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai à un moment donné décidé de reprendre une entreprise. C'est pour pouvoir être en accord avec ce que je pensais, avec mes convictions et les décisions que prend l'entreprise. Quand on décide de reprendre une entreprise, on peut le faire tout seul.
ou on peut le faire à plusieurs. Moi, j'ai choisi de m'associer. Je me suis associée avec quelqu'un de très différent de moi. Il est casanier, très prudent, très branché chiffres, plutôt discret. Et nous avons des points communs, et je pense que les plus importants, c'est de nouveau que nous partageons les mêmes valeurs, de respect des autres, d'ouverture d'esprit, et surtout que nous nous faisons confiance. Quand on a pensé reprendre cette entreprise, et quand enfin on avait identifié l'entreprise que nous voulions reprendre, parce qu'on ne rachète pas la première entreprise qu'on trouve, ou en tout cas pas souvent, on en avait regardé au moins une dizaine de très près. Quand on était sur le point de signer, je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment m'associer ou est-ce que je veux faire ça toute seule? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir quelqu'un qui, quelques années plus tôt, avait lui-même repris une entreprise avec un collègue. Et je lui ai fait part de mes doutes en disant, mais on se dispute souvent, on n'est pas toujours d'accord. Et cette personne que je connais assez un peu m'a dit, écoutez, entre associés, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la confiance. Et tout le reste, ça va passer. Reprendre une entreprise demande d'être à l'écoute. Nous avons toujours, nous, repris des entreprises qui fonctionnaient bien. Et donc, nous les avons laissées tourner pendant un certain temps pour apprendre le métier, pour voir comment ça fonctionnait. Et puis, plus tard, nous avons décidé d'adapter et de changer ce qui devait l'être avec les équipes en place. Quand on est chef d'entreprise, propriétaire de son entreprise, c'est une liberté et une autonomie sans pareil. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'on n'a plus de chef qu'on n'a plus de contraintes. Bien sûr, on ne peut plus dire « qu'est-ce qu'il est nul, mon chef !» Ce qui est quand même le passe-temps favori, il faut bien le dire, d'un grand nombre de salariés, toutes générations confondues. Mais si vous n'avez plus de chef, si vous n'avez plus cette contrainte-là, vous avez d'autres contraintes. Vos tyrans, ce sont vos clients. Vos clients, ils sont tous avares, jamais contents. Ils sont incapables de définir leurs besoins. Puis vous avez des fournisseurs. Ceux-là aussi, ils pensent qu'à l'argent, au vôtre, bien entendu. Ils sont incapables de respecter leurs délais et la qualité de leurs produits. Non, je plaisante vraiment parce que je pense que la réussite d'une entreprise vraiment dépend des bonnes relations qu'elle entretient avec ses parties prenantes. Et dans les crises successives et compliquées que nous vivons aujourd'hui dans l'industrie, une partie de la solution des problèmes que nous rencontrons réside dans la bonne relation que nous entretenons aussi bien avec nos clients qu'avec nos fournisseurs. Et en plus, les relations commerciales débouchent souvent, parfois en tout cas, sur de très belles relations et de très belles histoires personnelles. Quand on reprend une entreprise, je l'ai dit, il faut être à l'écoute. Et quand on est chef d'entreprise, en fait, on se rend très vite compte que les intelligences sont multiples. Quand on choisit ses collaborateurs, il faut les choisir, c'est en tout cas ce que nous avons fait, très bons. Il faut les choisir meilleurs que nous, parce que s'ils travaillent bien dans l'entreprise, s'ils font bien grandir l'entreprise, vous pouvez alors vous concentrer sur d'autres choses qui sont par exemple la stratégie de votre entreprise. Mais si vous choisissez de bons collaborateurs, il faut leur faire confiance. Et quand vous faites confiance aux gens, très souvent, ça se passe bien. Ils se réalisent, ils font avancer l'entreprise, ils deviennent source de progrès. Et c'est vraiment une façon très gratifiante, à la fois pour eux et pour le chef d'entreprise, de voir cette histoire commune qui grandit. Il faut aussi apprendre à déléguer. Pas facile quand on est actif, quand on a des idées surtout de déléguer, parce que déléguer, ça ne veut pas dire ce truc-là, j'aime pas trop, vas-y, fais-le. Non, déléguer, ça veut dire on va fixer des objectifs, c'est toi qui vas les atteindre parce que c'est ton travail, je ne suis pas là pour faire ton travail, mais si tu as besoin de moi, je serai là pour t'aider à le réaliser. Et quand on a des équipes aussi cohérentes et qui sont de telle qualité, on arrive à progresser dans l'entreprise et également en dehors de l'entreprise. Je vous ai dit que la politique était le plus beau métier du monde. Et quand on me demande, Michel, est-ce que tu n'as pas envie d'y retourner, puisque tu dis à tout le monde que c'est le plus beau métier, je le répète parce que je voudrais que vous vous engagiez aussi, quel que soit d'ailleurs votre parti. Est-ce que tu n'as pas envie d'y retourner? Je réponds non, parce que c'est une page de ma vie qui est tournée. Mais quand vous voyez les hommes et les femmes politiques, ils ont souvent en commun ce que j'appelle le sens des autres. Et ils ont tous, ou presque tous, dans leur histoire personnelle, un passé
de chef scout, de membre de comités sportifs, d'animateurs de mouvements sociaux. Et cette fibre-là, on ne la perd vraiment jamais, je crois. C'est entre autres pour ça que quand la FEDIL, la Fédération des industries luxembourgeoises, m'a demandé de devenir présidente, j'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi? J'ai dit oui parce que je me suis dit, bon, tu es un chef d'entreprise maintenant expérimenté, je ne suis plus un pigeon de l'année, tu as une expérience d'élu, donc tu vas pouvoir sans doute être utile à cette association. J'ai pu le faire aussi parce que nos équipes dans notre groupe, je vous l'ai dit, sont très bonnes et parce qu'elles assurent la gestion au quotidien de notre entreprise, parce que la fonction de présidente de la FEDIL, c'est une fonction bénévole, donc il faut pouvoir dégager du temps quelque part pour le faire. Et puis je l'ai fait aussi parce que je suis une femme et parce que je ne voulais pas nécessairement devenir la première femme présidente de la FEDIL. Je dis ce qui est important surtout, c'est de ne jamais être la dernière femme qui occupe une fonction. Mais je l'ai fait parce que je pouvais ainsi montrer aux femmes que le plafond de verre, il est bien souvent dans la tête. Alors, mesdames, je voudrais que vous y pensiez. Et puis vous aussi, messieurs, pensez-y.